Bonjour à tous et merci d'être avec nous dans l'auditorium de Generali et bonjour à tous les internautes qui nous suivent sur la page Facebook Génération Responsable. Vous savez pourquoi on est là, vous savez pourquoi vous nous suivez. Alors sans plus attendre, je vais appeler Jean-Louis Etienne à nous rejoindre sur scène, mesdames et messieurs, le docteur Jean-Louis Etienne. Merci. Pardon. Bonjour. Bonjour Jean-Louis. Alors, on est exactement 2 ans, jour pour jour, après votre atterrissage rocambolesque, presque Oui. on a envie de dire, en Sibérie. 2 ans, jour pour jour. Quel souvenir avez-vous de cette expédition quand même assez unique? C'était une grande première. Alors, je ne sais pas, avec le décalage horaire, exactement où j'étais il y a 2 ans. Disons que je devais être très proche du point d'atterrissage. Et donc, j'étais bien sûr revenu sur Terre. Et quand je dis revenu sur Terre, j'ai volé au-dessus de la mer. Donc, j'étais au nord de la Sibérie. Et je me souviens, le routeur qui était installé ici, dans le coin, là, me dit « Essaye de passer la montagne. De l'autre côté, j'ai l'impression qu'il y a une plaine où tu pourrais te poser. » Et donc, j'ai suivi ses conseils. Je commençais à prendre l'altitude et je me suis retrouvé dans une zone nuageuse très, très épaisse. Et je me suis dit, non, je suis trop crevé, je n'ai pas envie de continuer, je vais me poser là. Et donc, je suis descendu et j'ai vu une zone qui était assez favorable. Et donc, là, on largue de l'hélium, quoi. Hein. Je pense que c'était exactement il y a 2 ans, c'était à peu près. J'étais à ce stade-là. Donc, il y avait la soupape qui était coincée parce que c'était gelé. Donc, j'ai secoué la soupape pendant un moment. Puis, j'ai senti que l'hélium partait. Donc, il commençait à descendre bien. Puis, boum, j'ai fait un atterrissage très costaud. Et une avalanche de glace m'est tombée dessus parce qu'en fait, le ballon était chargé de glace entre les gaz de vapeur, où il y a de la vapeur qui gèle à l'intérieur. Donc, il y a une centaine de kilos de glace qui est tombée un peu tout autour. Et je suis remonté comme un bouchon de champagne, étant donné que ça s'était allégé. Et donc, je suis remonté très haut. Et donc, j'ai retenté le deuxième atterrissage. Et donc, il m'a permis de me poser sur un endroit qui était tout à fait plat et bien. Il restait un tout petit peu de vent au sol, mais donc j'ai plié tout ça et je suis sorti pour me dire, ça y est, je suis vraiment à terre, quoi. Ça sera beaucoup moins dangereux aujourd'hui. Et tout de suite, je propose qu'on regarde et qu'on revive en images ces 5 jours extraordinaires. Oui, Et puis on va volontiers, reparler ouais. de tout ça parce que ça va être passionnant. À tout de suite. Moi, je vais être ce petit homme là-haut qui est tout à fait en haut de la planète, suspendu sous son ballon. C'est la checklist qui a commencé là un peu là. Il n'y a pas de vent pour le moment, donc il faut aller vite, quoi. Hein. Voilà, donc je vais entamer la checklist avec l'équipe là, et puis voilà. Bon vol. Merci. Oui, c'est. Non. Jean-Louis, bonne chance à toi, mon pote. Salut moi Jean-Louis. Salut moi Jean-Louis. Pas lâcher du sable, hein. C'est parti. Comme il monte, c'est magnifique. C'est extraordinaire. Donc là c'est le grand calme maintenant et je monte progressivement au-dessus de Longyearbyen. C'est absolument magique, magnifique. Je commence à
devinez les montagnes. Il y a un paysage immense devant moi, fait de montagnes et d'eau. C'est un calme absolu, c'est magnifique, c'est comme ça que je l'avais imaginé. Non, non, j'ai pas une petite émotion, j'ai une énorme émotion. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est un moment d'une grande intensité et ça devient petit à petit une beauté magnifique. Je pars vers l'est là et je voudrais pas descendre trop parce que j'ai des montagnes à passer qui sont assez hautes à toi. J'ai ta position à 11h30, c'est-à-dire il y a 7 minutes. Donc on peut refaire un point dans 1h30, c'est-à-dire à 13h Zoulou, on se fait un point et on fait un petit arbitrage par rapport à la situation. Là, je dois descendre sous la couche nuageuse parce que la direction et la force du vent sont bien meilleures pour aller vers le pôle. De la distance, là, il a fait une vitesse assez vertigineuse. Il aura fallu combien de temps pour faire ça? Tout de suite après le pôle, j'étais tellement content, épuisé, je suis allé me reposer, quand soudain l'alarme GPS m'a alerté, plus de courant. Enfin, c'est assez stressant comme situation. Donc je vais essayer de stabiliser un peu tout ça. De toute façon, la destination Alaska est beaucoup trop loin de notre route. Il aurait fallu passer à gauche du pôle, ce que j'avais imaginé, mais on ne décide pas de tout, quoi. Et cette tempête au pôle Nord était vraiment passagère, mais malvenue. Mais là, je me déplace dans la mauvaise direction, c'est-à-dire que je vais à fond vers la Sibérie, à combien ? À 40 nœuds, c'est-à-dire à près de 80 km/h. Donc c'est un atterrissage qui va se faire du côté de la Sibérie.
Bravo. C'était plus que j'imaginais. Hop. Ah putain. Ça va? Hop. Ouais. Elle est très bonne, la recette. Elle est excellente, la recette. C'était beaucoup plus dur que je n'imaginais. C'était du non-stop permanent, non-stop, avec l'œil rivé sur deux choses, le variomètre, c'est-à-dire est-ce que ça monte ou ça descend, et l'altitude. C'est inimaginable, quoi. Je suis allé, en ce qui me concerne, assez loin. Je faisais comme ça, j'avais les larmes qui me coulaient sur les joues. Pas trop. Les bras en l'air, voilà. Ouais. Bon, là, on est là. Je suis déçu de rien, c'est extraordinaire. Extraordinaire, peu importe où je suis arrivé. Je trouve qu'arriver ici, c'est géant. Je ne sais pas ce qui se serait passé en Alaska. Mais avoir tenu comme ça, de toute façon, j'étais condamné à tenir, quoi, une fois qu'on est parti dans un truc comme ça. Et c'est impossible d'être déçu enfin, de ce que j'ai vécu. C'est extraordinaire. Voilà, c'était donc 8 minutes retraçant cette épopée. Alors moi, je n'avais pas revu les images depuis 2 ans. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais elles sont assez émouvantes quand même. Ah, voilà. Ah oui, c'était émouvant. C'est émouvant, c'était une libération en même temps qui s'est bien terminée, quoi. C'est un vol qui a été très compliqué. Et l'atterrissage, comme je vous l'ai raconté, ça s'est passé en 2 fois un peu chaotique. Mais c'est une libération extraordinaire parce que j'ai quand même navigué pas mal sur pas mal de mers difficiles et j'ai connu des tempêtes. Mais quand on a une tempête, on ferme, on bâche tout, on attend, on est sur sa banette, on se fait secouer, on attend que ça passe, quoi. Là, quand on est en l'air et qu'on a une tempête, ben, il faut composer avec, donc il faut juguler tout, on peut pas s'arrêter. C'est la différence entre l'air et la mer, c'est qu'une fois qu'on est en l'air, on risque de tomber. Donc on est obligé de maintenir en permanence une vigilance. Et surtout là, à un moment donné, j'évoque une tempête, et moi, je suis comme vous, je n'avais pas vu ces images depuis longtemps. On a l'impression que ça tourne autour, là, le paysage, peut-être vous ne l'avez pas remarqué, mais moi je l'ai bien vu, parce qu'en fait le ballon, dans la tempête, il tournait comme ça. Et donc j'avais des hublots tout autour que j'avais bouchés, parce que vous avez les nuages qui vous passent devant comme ça, là, au bout d'un moment, ça donne le tournis. Enfin, c'était des moments un peu difficiles. Il y avait eu des ascensions très très fortes dans la tempête. On prenait au variomètre, on montait très 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 vite. Donc je sentais que ça poussait. On arrive à un plafond, 300, 350, 400, et là, plouf, décrochage, et ça tombait. Et c'est là qu'on voit les panneaux solaires qui montent, parce que normalement, dans un ballon, c'est très très calme. Et vous avez les panneaux solaires avec la chute rapide qui faisait qu'ils montaient, ça cognait partout, et je regardais le variomètre comme ça, et l'altimètre. Donc vous voyez l'altimètre, et puis hop, ça se stabilise, là, 50 mètres, et hop, on repartait. Et les gens qui étaient ici étaient totalement affolés. Ils me disaient, mais sors de là, monte. Et en fait, dans cette veine de vent, c'était la meilleure pour aller au pôle. Et ce qui est intéressant, et c'est intéressant pour tout le monde, c'est que aucun pilote qui était là n'a connu ça, en fait. Parce qu'on ne vole jamais dans ces conditions. On ne prend pas le ballon quand il fait mauvais. Là, quand on est immergé dedans, c'est ce que je dis, il faut composer avec. Et on ne sait pas de quoi on est capable, en fait. Et j'étais tellement concentré, et c'est venu petit à petit, la vitesse est venue. Et c'est là qu'on se rend compte qu'on a des capacités que l'on ignore à partir du moment où on n'a pas été mis au front comme je l'ai été, quoi. Je ne sais pas si on peut se rendre compte d'ailleurs du stress et des dangers que vous avez vécu quand vous avez volé là, à 50 mètres du sol, à 80 km/h. L'impact est interdit. Oui, l'impact est interdit. Et le routeur ici avait une bonne idée, voyant que à plusieurs reprises, je passais
fait du rase-motte à plusieurs reprises, avant la tempête. Et il avait une bonne idée, il m'a dit, mets un sac de sable. J'avais des sacs de sable, on volait, si vous voulez. J'avais deux possibilités pour monter, c'est de chauffer, avec les deux brûleurs, chauffer l'hélium. Donc l'hélium se chauffe très très vite, se dilate et on monte. Ou larguer du sable. J'avais à peu près 450 kg de sable quand je suis parti, un sac de 15 kg. Et donc ils étaient tous accrochés avec des petites cordelettes. Et on coupe la cordelette d'un coup de couteau, et tout d'un coup, vous perdez 15 kilos et on le sent. Et donc, il avait une bonne idée. Il me dit, accroche, si tu as une cordelette, j'avais pas mal de cordelettes, accroche un sac à 15 mètres dessous. De manière à ce que si jamais le ballon descend à 15 mètres, donc le sac va éclater sur là, et puis je perdrai 15 kilos et je remonterai. Et c'est ce qui s'est passé, effectivement. Avant l'arrivée, j'ai tout remonté, puis je trouvais que ce sac était bien léger. Effectivement, j'étais passé très bas. Et donc, mais la concentration, ça permet d'aller très loin. C'est comme tout le sport de haut niveau, quand on doit se concentrer énormément, on a des réflexes, des capacités qui ressortent que... Moi, je ne suis pas pilote de formation, j'ai appris pendant 1 an, je m'y suis mis avec beaucoup de détermination. Les stress, ils sont venus effectivement, le manque de sommeil amplifie les choses. Mais les stress, c'était le manque de sommeil qui est amplifié. Donc, c'est un début d'incendie que j'ai eu. Ça, c'est extrêmement stressant. Ayez un extincteur. Ça m'a servi. Si vous partez en ballon, si vous prenez un extincteur. Même partout, c'est extraordinaire. Parce qu'on a toujours des extincteurs obligatoires. C'est le règlement, il faut des extincteurs. Vous voyez. Donc, on prend un extincteur. Et tout d'un coup, un incendie qui démarre. Parce que le brûleur avait une fuite que je sentais venir. Et donc, il avait une fuite et il y a 2 brûleurs. Donc, la fuite de gaz, c'est du gaz qui est liquide, qui commence à couler. Et le deuxième brûleur qui était programmé s'allume et tout s'embrase. Et donc, j'avais une cascade de feu qui descendait. Donc, j'étais dessous, ça commençait à brûler les vêtements, à prendre feu dans la cabine. Là j'ai senti que c'était le dernier moment. Là. J'ai eu vraiment peur et où est l'extincteur? Où est l'extincteur? Je savais à peu près où il était. Et puis, c'est très très bien fait un extincteur en fait. C'est-à-dire vous n'avez pas besoin de lire le mode d'emploi. C'est une évidence. Parce qu'effectivement, quand on a à s'en servir, c'est que ça commence à chauffer, quoi. Donc s'il faut sortir les lunettes, regarder le mode d'emploi, c'est trop tard. Et c'est vachement bien fait. Donc il y a une goupille, vous n'avez qu'à tirer, et une gâchette, bon, c'est simple. Et ça s'arrête net. Et ça, c'est... Avec le recul, 2 ans après, quel souvenir gardez-vous? Quel est le souvenir le plus fort? Un des souvenirs les plus forts, c'est quand j'ai décidé d'y aller. Vous voyez, quand tout d'un coup, l'idée vient. L'idée vient et puis on essaye de l'étayer avec des personnes compétentes, voir un peu... Il y a très peu de personnes qui connaissent le pôle, beaucoup qui connaissent le ballon, et donc croiser ce que je savais du pôle, quand on parle du pôle à un aérostier, voilà, ça va charger de glace, ça va machin et tout, c'est peut-être pas possible, etc. Mais ça fait rien. Donc le moment où il y a l'idée. Et ensuite c'est des petites conquêtes. Tout d'un coup, il n'y a plus d'électricité. Panne de trucs parce que je suis sous les nuages, les panneaux solaires ne rechargent pas. Au-delà, je perds complètement le cap. L'atmosphère, c'est un millefeuille de choses différentes, vous voyez. Donc, et puis, j'avais 3 batteries au lithium-ion, des petites, mais il fallait que je bidouille le truc, le plus, le moins, ouvrir. Enfin, et là, bon, je vais le faire, donc petite trousse à outils. Et bon, je n'avais pas de fer à souder. D'abord, je n'avais pas le 220, donc je n'avais pas le fer à souder, mais des trucs à coller un peu, tu vois, un peu de Chatterton, des choses comme ça. Puis à un moment donné, on dit, bon, on et off, on. Ça marche. Vous voyez, et là, tout d'un coup, vous soufflez, vous dites, bon, ça va, j'ai le GPS, donc ils savent où je suis, etc. Donc c'est cette succession de petites victoires qui amène à la fin. Et l'atterrissage, c'est un moment délicieux, quoi. Effectivement, c'est là une libération totale. Le départ aussi. Le départ est chargé quand même d'émotions, quoi. Surtout qu'ils sont allés très très vite. Je ne pensais pas partir ce jour-là. On venait à peine de s'installer, tout était prêt. Et j'avais besoin de savourer ce moment, de me dire je vais y aller. Donc à 4 heures du matin, même avant, à quelle heure? À 2 heures, on est venu me réveiller.
Et ça y est, c'est Lulu qui est venu me réveiller, me dire bon, le ballon est gonflé, Jean-Louis, il ne faut pas traîner. Alors tu le réveilles, quoi, le ballon est gonflé, il ne faut pas traîner. Voilà. Et donc c'était tout d'un coup, on est immergé dans un truc. Donc, donc le moment du départ, quand il y a de l'agitation, il y a du monde, il faut se concentrer, on fait la checklist. Bon, tout va bien, puis tout d'un coup, il dit bon, il faut pas traîner puisque ça commence à bouger, il y a du vent, et là, tac, il coupe la mare et on s'en va. Et là, il y a un moment aussi extraordinaire, quoi. Ça part et je vous encourage à faire du ballon. C'est un grand silence. Vous êtes dans le silence total. Vous êtes parti de terre et il y a cette rupture avec la terre qui est intéressante, quoi, qui est dense. Il y a un silence d'une très grande densité et vous sentez cet ascenseur et puis il vous amène dans un coin. Ceux qui sont venus au Spitzberg ont vu, c'est absolument prodigieux. Il faisait un temps magnifique. Donc ces moments, et très très vite, ça s'est un tout petit peu gâté au sens où à l'altitude, ça ne m'amenait pas tout à fait où il fallait. Et ici, il me disait descends, descends. Je dis attends, je suis déjà en dessous des falaises. Et piloter comme ça sur des faces qui sont au soleil, des faces qui sont à l'ombre. Donc j'avais des chutes comme ça d'altitude quand je passais à l'ombre. Donc il y a eu tout de suite une prise en main du ballon qui était dense, quoi. Quelle leçon, quel enseignement vous avez tiré de cette expérience, de cette expédition? Un enseignement général qui est valable pour tout le monde, c'est il faut s'accrocher à ses idées. Ça, c'est important. Quand on a une envie, une idée, il ne faut pas la lâcher. Et elle n'arrive jamais facilement, c'est jamais simple. On voit très bien quand on a une envie de faire quelque chose, on se lance et puis on entre dans des difficultés, on n'y arrive pas. Et on a tendance à dire, bon, c'est peut-être pas tout à fait ça, et puis on laisse un peu courir, et puis on abandonne, on y revient, et on a une frustration. Donc, la vie m'a appris ça, ça vaut le coup de s'accrocher, de sans arrêt sortir les antennes, essayer d'enrichir le projet. À un moment donné, ça débouche sur quelque chose. Donc ça, c'est... Ensuite, j'étais pas aérostier, mais j'avais envie. Donc pendant 1 an, j'ai appris à piloter en Picardie. C'est pas le coin le plus facile. Pas parce qu'il fait pas beau, mais c'est vrai qu'il fait pas très beau en hiver. Mais c'est beaucoup plus compliqué de voler en Picardie. Il y a des lignes à haute tension partout. Il y a l'autoroute, il y a le TGV, il y a des élevages, il y a des zones interdites parce qu'il y a des aéroports autour là, qui arrivent à Amiens. C'est d'une très, très grande complexité, donc je me suis accroché. Le jour où j'ai eu mon diplôme, ça s'appelle diplôme de pilote de ballon libre. Magnifique, hein? Donc je suis pilote de ballon libre. Et donc c'est des petites conquêtes comme ça, vous voyez, qui font que petit à petit, on s'est dit, j'avance, et puis j'ai rencontré la chance de rencontrer Generali, qui m'a offert la possibilité de faire ça. Et donc, parce qu'avant de vous rencontrer, on traverse des périodes de désert, quoi. À un moment donné, on dit, bon, celle-là, je l'ai rêvé, mais j'ai l'impression que ça ne va pas y aller, celle-là. Et ça fait un peu toujours comme ça. Et puis, à un moment donné, il y a le miracle des rencontres entre les personnes qui fait que ça se réalise. Mais il y avait aussi un volet scientifique et d'observation. Alors, ça, c'est le volet général. Effectivement, vous avez raison. Il y avait un volet scientifique qui n'a pas été à la hauteur de ce que j'attendais, pour les raisons simples. C'est qu'effectivement, il me fallait du courant pour alimenter les instruments de mesure que j'avais. Et très tôt, à un moment donné, on voit dans le film, je nettoie les panneaux solaires. Là, ils s'étaient couverts de givre. Donc, si vous avez des panneaux solaires, dès qu'il y a un tout petit peu d'ombre, le panneau ne fonctionne plus. Il suffit qu'il y ait un peu d'ombre dans un coin du panneau où la performance chute énormément, donc avec le givre. Et ensuite, j'ai passé vraiment beaucoup de temps sous les nuages. Et là, sous les nuages, ça ne chargeait pas. Donc les instruments n'ont pas fonctionné. Il y a une chose qui a bien fonctionné et sur laquelle j'ai une légitimité, et j'aime faire ça, c'est le projet pédagogique. Toute la partie pédagogique a été très très bien faite. On avait un prof, Jean Cassanet, qui avait détaillé tout ce que l'on pouvait faire en application pédagogique à partir du projet. Et ça a été vraiment une réussite. Il y a beaucoup de classes qui ont suivi et c'est très très fort. J'appartiens à un comité qui est en train de se dissoudre un peu, qui s'appelle pompeusement le Conseil des Nations Unies de la décennie, je ne me souviens plus, pour l'éducation au développement durable. Et donc on se réunit, il y a des réunions à 50 personnes, on n'arrive à rien. On n'arrive à rien du tout. Chacun a des idées. Et donc, je n'arrête pas de dire,
utilisons l'actualité. C'est le meilleur fil rouge pour travailler sur des sujets, sur le concret. Faire un bouquin sur, ça s'appelle EEDD, c'est pas terrible, Éducation à l'environnement pour le développement durable. Faire un bouquin, c'est un peu comme on faisait les livres d'éducation civique avant, c'est un peu une sorte de catéchisme laïque, si vous voulez, tu ne tueras pas, tu ne mentiras pas, tu diras bonjour. Et si on veut faire un livre sur l'environnement, tu ne jetteras pas, tu seras... Et c'est pas ça qui est efficace. Ce qui est efficace, c'est d'utiliser l'actualité, rebondir sur l'actualité. S'il y a une marée noire, enfin ça c'est s'il y a je sais pas quoi, il y a plein de petits éléments, discussion sur les OGM, utiliser l'actualité pour apprendre des choses. Et nous avons utilisé l'actualité, effectivement, l'aventure en plus, un maillon très intéressant entre la science et la pédagogie, c'est un maillon très attractif. C'est une passerelle qui permet d'amener beaucoup de personnes qui ne viendraient pas à la science, mais qui suivent une aventure. Et donc tout le travail, mon travail consiste à effectivement rendre attractif à travers l'aventure des sujets sur le réchauffement climatique, la formation de la glace, toutes ces choses-là. Et ça, c'était un succès. Vous avez été au pôle Nord à pied, au pôle Sud, vous avez navigué sur Antarctica, un bateau formidable justement pour des observations scientifiques. Ça fait 30 ans que vous enchaînez des explorations, des expéditions. Comment cette expédition-là, Generali Arctic Observer, se situe dans votre carrière d'explorateur ? Alors, vous avez évoqué ce long parcours, c'est vrai, et je pensais que ce voyage allait être un voyage de sénateur. Je m'imaginais dans ma capsule... Ça, c'est en train. Je m'imaginais dans ma capsule regarder la banquise sur laquelle j'avais j'avais marné plutôt en tirant mon traîneau pendant 63 jours en 86, j'avais essayé en 85. J'étais revenu, j'ai dérivé avec le Polar Observer, qui était une expédition précédente, et je voulais voir cette banquise. Et donc, ce que je connaissais du ballon me disait que ça allait être un voyage extraordinaire. En fait, c'était un voyage extrêmement engagé. Et c'est une qui était la plus dense des expéditions que j'ai faites. Quand on part en mer, une course autour du monde, par exemple, que j'ai faite avec Tabarly, il y a des moments où on se fait secouer, mais des moments magnifiques où les voiles sont établies. Enfin, là, c'était d'une densité incroyable. Et ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, on a des capacités que l'on ignore. Je ne savais pas que j'allais pouvoir... Si on sait qu'il va y avoir ça, on n'y va pas, c'est une évidence, quoi, vous voyez, mais on se rend compte qu'on est capable d'affronter des situations que l'on ignorait. Donc cette expédition-là, c'est la dernière, mais elle était d'une intensité, et elle était dans un domaine que j'ignorais, et dans lequel j'ai réussi à me déployer, à avoir du plaisir. Et la relation avec l'équipe avec laquelle nous avons monté le projet de la communication ici chez Generali était très bonne, il y avait une bonne ambiance. J'ai vraiment aimé cette expédition. Alors vous n'arrêtez pas depuis 2 ans et vous avez écrit un livre sur cette expédition, mais aussi un autre livre qui s'appelle « Nouvelle histoire naturelle ». Pourquoi ce livre et quel est le fond de ce livre ? Ça fait un moment que je réfléchissais à faire quelque chose sur les questions environnementales. Le sujet est compliqué parce qu'il faut informer sans déprimer. Vous n'entraînez pas une population si vous lui montrez que tout est foutu. Tout le monde reste chez soi et on ne change pas. Donc comment arriver à regarder les choses avec une expérience du terrain, celle que j'ai, une réalité, dégager des grandes déclarations politiques, des partis, des enquistements dans lesquels souvent nos prédicateurs écologistes sont. Et je voulais faire quelque chose de plus dégagé, de plus inspiré. Et j'ai fait nouvelles histoires naturelles, c'est-à-dire il y a eu les histoires naturelles, le magnifique ouvrage qui est un énorme ouvrage de Buffon qui a écrit l'histoire naturelle il y a 2 siècles et demi, et qui est magnifique. On trouve ça encore au musée d'histoire naturelle. Et il y a, on va dire, un tout petit chapitre sur l'homme. C'était l'époque où on allait à la découverte de la nature, les peurs qu'engendrait la nature. L'homme devait maîtriser la nature pour se développer. La nature faisait peur. Il y a cette histoire naturelle où, à cette époque-là, l'écosystème Terre
n'est pas du tout influencé par l'homme. Et c'est il n'y a pas longtemps, il y a 2 siècles et demi. Et tout d'un coup arrive cet animal surdoué que j'appelle l'homme, qui impacte d'une manière très puissante, parce qu'on est des animaux surdoués et on agit comme des animaux. Reproduction, territoire, expansion de l'espèce, on a le schéma génétique d'un animal. Nous sommes des animaux. Et donc, nous sommes des mutants surdoués, et donc nous inventons des machines et des moyens de se déployer sur Terre qui font que l'histoire naturelle d'avant l'homme, encore il y a 300 ans, elle est totalement dépassée. Les animaux naissent avec tout le matos, les griffes, les plumes, les poils, le venin, les crocs, le sens de l'orientation, la capacité avec le bec à construire des nids, les abeilles qui construisent ces nids d'abeilles. Enfin, ils ont à la naissance, tous les animaux ont à la naissance tous les outils qui vont leur servir pour l'existence et ils n'en changeront pas. Un oiseau n'achète pas un GPS en cours de vie. Il a le sens de l'orientation, il naît tout le temps. Et l'homme arrive comme quelque chose qui est à poil mais qui est surdoué et il va inventer des outils qui fait qu'il se déploie à une vitesse, il prend possession des espaces, des espèces avec une telle vitesse que les autres espèces ne peuvent plus s'adapter. Soit elles disparaissent, soit elles s'adaptent, mais l'animal établi, je dirais, ne peut pas s'adapter à cette vitesse à laquelle l'homme est en train de prendre la planète. Les seuls qui sont capables de s'adapter, et ce sont nos pires ennemis, ce sont les microbes. Les microbes sont extrêmement... Déjà, c'est une cellule complexe, mais une capacité d'adaptation très rapide. Et ils nous dépassent tout le temps. Ils dépassent nos inventions antibiotiques. Et ce sont nos principaux dangers. Les grosses bombes, bien sûr, on en parle. Les menaces nucléaires, elles sont là, elles existent. On le voit encore dans l'actualité aujourd'hui. Mais bon, il y a la diplomatie, il y a la bouffonnerie des États pour impressionner les autres. Mais tout ça, on sait comment ça se passe. Alors que les virus, ils nous dépassent à une grande vitesse. Donc tout ça pour dire que l'homme a pris possession des espaces et des espèces, et c'est un animal surdoué qui affirme sa puissance, donc on n'échappe pas à notre animalité. Mais on a en plus une conscience et une intelligence. Donc on sait ce qu'on est en train d'infliger aux autres hommes et à la planète. On a l'intelligence des solutions, mais on n'a pas la sagesse de leur mise en œuvre. Et donc, ce livre, il décrit un peu les situations, les impasses, souvent des impasses psychologiques, des raidissements dans lesquels nous sommes, alors qu'on a les capacités à trouver les solutions de par notre intelligence. Il suffit d'avoir un peu plus de sagesse. Et donc, il faut que notre conscience prenne le pas un peu sur notre animalité. Et donc ce livre traite de ça. Donc nouvelle histoire naturelle, c'est quand l'homme entre en scène, effectivement, et ce qu'il fait de la nature. Avec des doses d'espoir, parce que, encore une fois, je vous dis, on a l'intelligence des solutions. Alors comme vous êtes un explorateur insatiable, vous avez toujours des nouveaux projets. Aujourd'hui, vous en avez un nouveau qui s'appelle PolarPod. Alors on a compris qu'une fois de plus, vous allez retourner dans ces régions polaires que vous affectez tant. Oui. Mais quel est-il ce projet ? Le projet m'a été inspiré... C'est une station océanographique dérivante. Là, voilà. C'est plus simple à regarder. C'est un grand flotteur qui fait, d'ici jusqu'en bas, ça fait 75 mètres. Et ça jusqu'au plancher, là, ça fait 20 mètres. Donc l'ensemble fait à peu près 120 mètres. Ça pèse 800 tonnes. Et c'est un peu comme un phare, un grand phare qui fait 100 mètres, qui prendrait la mer. Vous voyez ? Et la partie immergée va lui assurer une stabilité verticale. Et l'habitation, elle est ici, avec des bras déployés pour faire des manips scientifiques et pour lui donner une certaine vitesse. Alors effectivement, j'habite aux États-Unis, où nous avons failli nous croiser il n'y a pas très longtemps, à San Diego, parce que l'inspirateur de ce projet, c'est un vaisseau qui s'appelle le Flip américain. Et je voudrais juste vous montrer, il y a une petite vidéo qui dure 1 minute et qui vous expliquera ce sur quoi je travaille et ce qui m'a inspiré. L'outil en question, le vaisseau, s'appelle le Flip, F-L-I-P.
Ah oui, donc c'est pareil, c'est un long tube qui fait 100 mètres de long. Et ah oui, oui. Et on le tire en mer. Et une fois qu'on est sur la zone, et une fois qu'on arrive sur la zone, donc on ouvre les ballasts. Et donc petit à petit, il bascule comme ça. Et il prend sa position verticale, qui est une position de travail. Ça dure donc, ça va très très vite. Là, ça dure une vingtaine de minutes, le redressement. Mais ça date de quand, ça? Alors, ce flip a 60 ans. C'est les Américains qui l'ont construit il y a 60 ans pour le faire dériver dans le Pacifique, avec l'objectif effectivement de faire des missions d'écoute, d'écoute de sous-marins. C'est la Navy qui l'a construit. C'est pas tant que ça scientifique, celui-là. Alors, et une fois qu'ils ont eu terminé leur mission, ils l'ont proposé au Scripps. Donc Scripps, c'est l'Institut océanographique qui est à San Diego, et avec lequel maintenant, depuis une trentaine d'années, ils font du travail. Alors l'avantage de ce flotteur, de cette plateforme, c'est qu'elle est très stable verticalement. Elle n'agit pas sur la mer. Et donc, pour faire des mesures, si vous voulez, d'échange, ce qui est important aujourd'hui, c'est on cherche à connaître la capacité de l'océan à absorber tout le gaz carbonique que l'on dégage. C'est le principal puits de carbone de la planète. Et l'océan austral où nous allons aller, qui est autour de l'Antarctique, est le principal puits de carbone. Et donc les gens y vont en général l'été, c'est-à-dire en décembre, janvier. Et cet outil va permettre, ce vaisseau, le Polar Pod, va permettre effectivement, par sa stabilité, de dériver avec le courant circumpolaire qui est autour de l'Antarctique. Ici, ce sont les bras. Donc, la hauteur d'un homme, c'est ça à peu près. On ne se rend pas compte, c'est très grand quand même, quoi. Et ce sont des passerelles qui permettent de déployer des instruments scientifiques. Et ces deux ailes permettent d'avoir une certaine mobilité, d'exploiter le vent pour se déplacer, éventuellement, si on doit infléchir une trajectoire, si un iceberg, si on doit un petit peu changer de direction, ces ailes permettent de faire ça. C'est votre projet le plus ambitieux technologiquement? Il est ambitieux, mais paradoxalement, j'ai fait plus, si vous me permettez. Quand j'ai fait Antarctica, qui s'appelle Tara aujourd'hui, c'est moi qui l'ai fait construire, pas loin d'ici d'ailleurs, à Villeneuve-la-Garenne, on l'a construit, là il y avait un chantier avant, il est parti d'abord sur la Seine. Et ce bateau, je l'ai fait construire pour faire la dérive arctique, c'est-à-dire se faire prendre par le pack au pôle Nord et de dériver de part et d'autre avec le... Alors, ça a été fait par Nansen, un Norvégien, qui avait fait un bateau qui s'appelait le Fram. Et on l'avait fait sur le même principe. Et c'était assez complexe parce que la puissance du pack de la glace, c'est un étau avec des mâchoires très, très puissantes. Et donc, ce qu'il fallait trouver, c'est un bateau qui a une forme suffisamment ronde et des membrures assez costauds, trouver la bonne inclinaison de manière à ce que ce bateau ne se fasse pas broyer par la glace, mais monte sur la glace. Et quand nous l'avons fait, c'était en 88, je n'arrivais à trouver personne pour me soutenir dans ce projet-là. Tout le monde disait, mais attends, mais arrête tes histoires, ça va se faire broyer comme tout le monde, etc. Et non. Et un jour, dans l'avion qui allait à Toulouse, je rencontre un copain qui était à Mathelem avec moi, et il me dit, je suis prof à Supaéro, prof de méca à Supaéro. Je lui parle du truc, il me dit, bon, nous, on vient de recevoir un programme CATIA. Le programme CATIA, c'est un programme Marcel Dassault, qui était tout jeune à l'époque-là, le CATIA, qui est un programme de contrainte aviation. Vous savez, quand vous êtes dans l'avion, qu'il y a les ailes qui battent comme ça, c'est l'ensemble de la structure qui prend la contrainte. Ce n'est pas simplement l'articulation de l'aile, sinon ça s'arracherait. Donc c'est du transfert de contrainte, et ce programme CATIA était bien adapté. Et donc, il a fait l'été, donc l'école était fermée en juillet-août, il m'a fait toute la simulation des transferts de contraintes, donc regardez les... Donc ça c'était... Et alors le Bureau Veritas ne voulait absolument pas entendre parler de nous. Alors maintenant c'est un sponsor, maintenant qu'on lui a filé tout le paquet d'études comme ça gratos, que m'a fait mon copain, c'est devenu des partenaires. Donc c'était très audacieux d'avoir fait Antarctica, et ça c'est aussi audacieux. Mais on bénéficie aujourd'hui de la culture des pétroliers et aujourd'hui de ceux qui travaillent sur les futures énergies éoliennes en mer, qui vont être des grands flotteurs. Et en fait, toutes ces contraintes qu'il va y avoir toutes les contraintes qu'il y aura sur la structure sont des choses qui sont connues.
Il y a eu des modélisations qui ont été faites dans une tempête du siècle et qui montrent que ça passe très très bien à la mer. Donc c'est assez audacieux, c'est couillu, on va dire. Mais d'un point de vue du calcul, c'est quelque chose qui est maîtrisé, quoi. Qui va embarquer sur ce PolarPod? Il y aura 7 personnes. 7 personnes, dont 3. Alors donc la commission maritime a demandé qu'il y ait 3 personnes d'équipage et 4 personnes pour autre chose, donc essentiellement de la mesure. Et surtout, il y aura certainement un biologiste qui connaît tous les oiseaux de mer, les mammifères, parce que ça, c'est quelque chose qui s'apprend. Et surtout, les autres sont des ingénieurs ou des techniciens de mesure, parce que ça va être bourré de capteurs sur la salinité, sur l'acidité, sur les échanges atmosphère-océan. C'est très, très bien adapté pour faire... Vous savez que là, on dégaze beaucoup de gaz carbonique, dont vous avez entendu parler de l'effet de serre, du réchauffement climatique, et le principal puits de carbone, celui qui reprend le carbone qu'on relâche, c'est l'océan. Et l'océan austral, qui est tout à fait au sud, on a vu déjà, avançons, voyons. Donc voilà non, je vous verrai tout à l'heure. Enfin, c'est l'océan austral, voilà. Vous avez ici l'Antarctique, le pôle sud est là, le Cap Horn. Vous avez ici l'Afrique du Sud, l'Australie, Hobart, Tasmanie et la Nouvelle-Zélande. Donc ceci, c'est le courant circumpolaire antarctique. Les marins qui nous racontent toujours les 40e et les 50e, c'est ça. Ça, les 40e et 50e. Les 50, là, c'est 55, sud. Ce sont des latitudes sud. Rien n'arrête le vent, rien n'arrête la mer. Dans l'hémisphère nord, les océans sont fragmentés. Vous avez donc l'Europe, l'Atlantique, puis après l'Amérique. Donc vous voyez, les océans sont contenus dans... Là, il n'y a rien qui arrête. Et donc c'est un brassage entre ces eaux qui viennent du Pacifique, de l'Atlantique et de l'Indien. Et il y a 5 dépressions en général qui tournent autour de l'Antarctique et qui encouragent sans arrêt et qui poussent sans arrêt cette mer. Et donc on va naviguer. Alors ce n'est pas un fleuve tranquille. D'abord parce qu'il y a des vagues, effectivement, il y a la grosse mer, et puis il y a des tourbillons. Donc on peut passer du temps dans un tourbillon. Vous voyez, tous ces tourbillons-là. Et ce sont des tourbillons qui jouent un rôle très important. Dans ces endroits, on se rend compte que ça absorbe beaucoup de chaleur, des endroits, ils dégagent. Mais surtout, ça, c'est le principal puits de carbone de la planète. Et les chercheurs y vont en général en décembre, janvier, c'est-à-dire l'été, et personne ne reste là les 10 autres mois. Donc vous allez rester pendant 1 an? C'est ce que, vu la vitesse du courant, ça devrait durer 1 an, le tour, avec des relèves quand même, des relèves d'équipage. Et ça, en principe, c'est 0 émission de carbone, puisque l'électricité viendra des 3 éoliennes, essentiellement. On a 3 éoliennes de 2,5 kg. Et le programme de recherche et d'instrumentation est fait en fonction de notre ressource électrique. Alors, on ne va pas tout faire en même temps. Vous savez, quand un bateau océanographique part avec une quinzaine de programmes, d'abord, ça coûte 40 000 € par jour, un navire océanographique. Ça consomme 1 tonne de fuel à l'heure. On part pour 1 mois. Donc ça bourre. Et il y a des gros groupes électrogènes. Enfin, tout le monde travaille en même temps. Là, on n'a pas une grosse puissance électrique, mais par contre, on a du temps. Et donc, on va avoir un protocole de mise en œuvre qui va permettre de faire une quantité de mesures, notamment sur ces questions d'échange entre l'atmosphère et l'océan, parce que c'est un vrai puits qui n'est connu que l'été. Et donc, ça intéresse beaucoup les chercheurs. Je me rends compte que j'en rencontre beaucoup là aux États-Unis. Tout le monde est friand parce qu'eux connaissent le FLIP, ils savent ce qu'on peut faire avec. Et ils sont friands de passer du temps autour de cet océan qui n'a jamais été exploré, quoi. Et où en est le projet aujourd'hui? Quel est son planning? Le planning, c'est d'un point de vue technique, c'est bon. D'un point de vue scientifique, il y a un gros appétit. Il y a moins d'appétit pour le financement. Mais bon, c'est toujours pareil. Il faut du temps, il faut présenter le projet, il faut convaincre. C'est moins cher qu'un Vendée Globe. Et ça permet aux chercheurs... Ce qui est déjà pas très cher. Ça dépend de ce qu'on a dans la poche. Mais ça permet surtout aux chercheurs de passer du temps en mer à un prix dérisoire comparativement. Quand vous avez un bateau océanographique qui consomme 1 tonne de fuel à l'heure, dès que le brut monte, beaucoup de bateaux restent à quai. Alors on ne fera pas les mêmes choses, mais ça s'apparente, si vous voulez, à une station spatiale
international qui tourne autour avec une multitude de capteurs. Et aujourd'hui, les capteurs modernes permettent de faire des choses très intéressantes. Et les scientifiques à bord, il y en aura combien qui feront 4. Il y a la place pour loger pour 7. C'est assez confortable. 3 marins 3 marins et 4 pour la science. On peut bourrer un peu, éventuellement. Mais 4 à 7, on vit confortablement. Et il y aura des relèves d'équipage, tous les 2 ou 3 mois, ça dépend où on sera. Et donc, je vais le faire à la voile. Et j'ai trouvé un bateau qui va très bien pour ça, Steinlager. C'est l'ancien bateau de Peter Blake. Et alors, c'est des bateaux qui ont fait la course autour du monde, l'ancienne course autour du monde, la Whitbread. C'était des bateaux, donc on appelait ça des maxi, ces bateaux qui font 25 mètres de long, ils font presque 6 mètres de large. Donc, et ce sont des bateaux qui ont été faits à cette époque-là. Moi, je l'ai fait avec Tabarly, avec Penduic 6. C'était des bateaux qui étaient costauds parce qu'ils partaient affronter cette grosse mer. Et Steinlager sont ces bateaux qui ont des quais qui descendent à 5 mètres, qui sont plus utilisables pour rien aujourd'hui. Pour les places à quai, c'est compliqué. Ils ont un tir en dos important. Et je suis en relation avec des Néo-Zélandais là pour ça, et ça les intéresse bien. Donc on fera, en plus avec un bateau comme ça, vous allez plus vite qu'avec un bateau à moteur, étant donné qu'on n'est que 5 ou 7 personnes qui changent. On n'a pas de fuel à bord ou très peu, donc on ne transporte pas énormément de choses. Et donc je prévois de faire en fonction de l'endroit où sera le Polar Pod et le bateau, mais ça se fera à la voile. Alors Jean-Louis, il y a toujours des aléas dans vos expéditions. Il y a parfois des aléas aussi, comme aujourd'hui, parce qu'on avait prévu des questions des internautes, et j'ai demandé à nos amis de la communication, à Frédéric, de venir, parce que son ordinateur s'est verrouillé tout seul, évidemment. Donc je n'ai pas les questions en direct. Voilà, ça fait partie des petits aléas beaucoup moins compliqués à gérer qu'un incendie à bord, c'est sûr. Alors, il y a d'abord des commentaires d'Élise qui nous dit que cet homme est passionnant. Bon, c'est flatteur. Merci. Et toujours en projet, bravo de nous faire aimer les sciences, mais il y a aussi des questions. Quels sont les moteurs de votre imagination? Bonne question. Les moteurs de l'imagination, c'est lâcher le frein. Lâcher le frein de l'imagination. Il ne faut pas se priver, vous voyez, d'inventer et de... J'habite en Californie et il n'y a pas très longtemps, j'ai visité Stanford, qui est une université extraordinaire. Je veux faire les Jeux Olympiques, c'est un truc, il y a des moyens. Et donc, ils ont un centre de recherche avec, bien sûr, les tops toujours. Et la personne qui me faisait visiter, qui est dans les biotechnologies, me fait visiter une salle, qui est une salle de brainstorming, où il est interdit d'avoir une pensée négative. Donc, on décide de parler aujourd'hui, je ne sais pas, et si on allait sur Mars. Donc, ils ont des séances comme ça. Et s'il y en a un qui dit « moi, je ne crois pas », dehors. Je pense que, pour répondre à la question, c'est ça. Il faut pas écouter les autres. Il faut écouter son imagination. Bon, bien sûr, on n'est pas obligé de délirer totalement, mais et il y a du bonheur à laisser... Après chaque expédition, là, quand on a eu terminé Generali à Terre Observer, j'avais une idée un petit peu de ce que j'avais envie de faire au départ. Et tout d'un coup, les choses se mobilisent, se prennent, on sort les antennes et on se rend compte que c'est possible. Donc, il ne faut pas se limiter, il faut rencontrer du monde, il faut bouger, ou même lire. Jules Verne n'avait pas beaucoup voyagé, en fait, il avait une imagination extraordinaire, quoi. Et il faut laisser aller ses pensées. Alors, une question de Marie qui dit « À quel âge comptez-vous arrêter vos explorations ?» Celle-là, le Polar Pod, c'est... Il y a une question qui suit, qui est dans le même principe, c'est « Après le Polar Pod, y a-t-il d'autres horizons ?» Oh, doucement. Il faut déjà que je trouve les moyens de faire celle-là. J'espère y arriver. Et donc, j'ai 65 ans, je suis à la retraite, enfin administrative. Ça s'appelle « Faire valoir ses droits ». J'ai fait valoir mes droits. Mais enfin, bon, je m'occupe c'est pas avec ce que j'ai cotisé. Je suis un très, très mauvais cotisant. Et c'est lamentable. Enfin, bref, je me plains de rien puisque c'est moi qui l'ai décidé. Mais quand est-ce que je vais arrêter? Tant que mon corps me permet de le faire. Vous savez, j'ai un exemple. Le père Jaouen, c'est un jésuite avec qui j'ai navigué,
qui a un bateau qui s'appelle le Bel Espoir et un autre bateau, le Rara Avis. Il a 92 ans, hein, le père Jaouen. Il vient encore de faire une traversée de l'Atlantique et il n'a pas une clientèle facile, quoi, hein. Il emmène en plus des jeunes en difficulté. En donc difficulté, c'est pas simple. oui, c'est pas simple. Il a 92 ans et il continue. Donc, si physiquement on peut le faire, tant qu'on peut le faire, je le ferai. Je m'y plais. Jean-Louis, le temps passe trop vite. On aura envie de passer la journée avec vous à vous écouter. Malheureusement, on va devoir conclure cette conférence. Merci beaucoup d'être venu nous rendre visite ici à Generali. Avec Merci grand à tous les plaisir. internautes qui nous ont suivis sur le site, bien. sur la page Facebook Oui, ils sont de là-bas. Génération Au Responsable. revoir. Voilà, merci à tous et applaudissements pour Jean-Louis Etienne.